Ok, supposons que ce minuscule grain de sable, d'un diamètre d'environ 2 mm, soit notre planète Terre. Crois-moi, nous ne sommes même pas si grands à l'échelle cosmique, donc ce n'est pas exagéré. La Lune sera juste ici, à un peu plus de 5 cm, et il faudra trouver un grain de sable 3 fois plus petit que le premier. Il est difficile de dire si c'est le bon, alors supposons encore une fois que c'est le cas. Quel est le voisin le plus proche de la Terre, à part la Lune ? Vénus. On l'appelle notre planète sœur parce qu'elle a à peu près la même taille et la même masse, donc ce deuxième grain de sable va faire l'affaire. Pour ce qui est de la distance, nous allons devoir faire une petite promenade maintenant. Et voilà, nous sommes à plus de 6 mètres du grain de sable qu'est la Terre, et c'est le plus près possible. Ensuite vient Mercure, qui est plus de 2 fois plus petite que la Terre. Alors prenons un grain de sel cette fois pour varier. À quelle distance penses-tu qu'elle se trouve de sa voisine, Vénus ? Elle est ici à presque 8 mètres. Si tu as déjà vu un bus londonien à 2 étages, c'est à peu près l'équivalent. Bon, Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors naturellement voilà, la grande et puissante étoile, aussi grosse que cette pierre. Elle a un diamètre d'environ 20 cm. Maintenant, où faut-il la placer ? Eh bien, tu ferais mieux de prendre un autre bus à 2 étages, car la distance entre le Soleil et Mercure est de 9 mètres, c'est-à-dire encore plus loin que Vénus. Et s'en aller de là jusqu'à la Terre, c'est déjà un sacré voyage. Dans l'ensemble, la distance est à peine inférieure à celle qui sépare 2 bases d'un terrain de baseball. Impressionnant, n'est-ce pas ? Et pourtant, on vient à peine de commencer. En s'éloignant du Soleil, on arrive sur Mars, qui est 2 fois plus petite que la Terre. Prenons un grain de poivre rouge cette fois-ci. Mais la distance qui les sépare est encore plus grande que celle qui sépare Mercure du Soleil. Plus de 10 mètres. Nous le placerons donc ici. Et maintenant, prépare-toi pour le vrai choc. Traversons la ceinture d'astéroïdes pour atteindre Jupiter. Pour cela, il faudra s'éloigner d'environ 84 mètres, ce qui est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Et la planète elle-même est à peu près de la taille de ce grain de raisin, à peine plus de 2,5 cm. Prenons maintenant un grain de raisin plus petit et éloignons-nous d'un autre 100 mètres. C'est la distance entre Saturne et Jupiter. Peux-tu encore voir notre pierre, à savoir le Soleil d'ici ? C'est plutôt difficile. Si tu prends le Golden Gate Bridge de San Francisco et que tu décides de t'élever de son point le plus bas à son point le plus haut, cela correspondrait à la distance entre Saturne et Uranus, la 7e planète du système solaire. Tu as remarqué que les distances augmentent à chaque fois ? Mais c'est loin d'être fini. Voici Neptune, la planète sœur d'Uranus. Bien qu'elle soit voisine, il nous faudra encore 250 mètres pour y arriver, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques mises bout à bout. L'ancienne 9e planète, Pluton, est notre prochaine destination. Si nous partons directement du Soleil, il y aura encore 4 piscines olympiques de plus. Et la taille de celle-ci n'est qu'un grain de poivre moulu. Pluton est 6 fois plus petite que la Terre. Et maintenant, place à l'inconcevable. Retournons d'abord à notre Soleil et recommençons notre voyage à partir de là. Tu te souviens de la distance à parcourir ? Oui, plus d'1,5 km maintenant. Pour atteindre la limite intérieure du système solaire, à partir de ce point, nous devrons faire le tour de la Terre 4 fois. Toujours à l'échelle où le Soleil n'est qu'une pierre de 20 cm de diamètre. Et quand ce sera fait, nous nous retrouverons dans une énorme ceinture de morceaux de glace flottants, le nuage de Oort. La largeur de cette ceinture dépasse largement les limites de notre planète, mais nous allons essayer. Prenons 3 rochers de la même taille que notre Soleil et disposons-les en ligne. Et maintenant, imaginons que chacune de ces roches a la taille du vrai Soleil. C'est la largeur du nuage de Oort qui tourne en cercle autour de tout le système solaire. Si nous le mettons à notre échelle initiale, le Soleil ne sera même pas visible, pas plus grand qu'un atome. Donc recommençons avec une autre échelle. Cet anneau de pierre contient en son sein l'insondable volume de l'espace. Son rayon est d'environ 1 année-lumière. Fixons-le désormais à 1 cm. Ce sera notre référentiel pour toutes les découvertes à suivre. Le système stellaire le plus proche est Alpha Centauri et il sera à environ 4 cm de distance. Il est composé de 3 étoiles et d'au moins une planète qui pourrait être habitable. Le système est trop petit pour être visible à cette échelle, mais nous allons faire comme si ce grain de sable était suffisant et aller plus loin. Ensuite, allons au bord de la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie elle-même fait environ 100 000 années-lumière de large, mais nous ne sommes pas loin de son centre,
Donc la distance ne sera que de 50 000 années-lumière. Sur l'échelle super réduite que nous avons créée, elle sera de 500 mètres. Si tu allongeais la tour CN de Toronto, il ne manquerait que quelques mètres. D'ici, la galaxie la plus proche de nous est Andromède. Dans un futur lointain, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Mais pour y arriver, nous devrons parcourir près de 25 km, soit 2,5 millions d'années-lumière en échelle réelle. À titre d'information, c'est 2,5 fois plus profond que le point le plus profond de la fosse des Mariannes, connu sous le nom de Challenger Deep. Ensuite, il y a un objet que nous pourrions enfin placer à plus grande échelle, NGC 604, une nébuleuse stellaire située dans la galaxie du Triangle. En ligne droite, nous n'aurions besoin de parcourir que 2 km de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Alors faisons-le. Et la nébuleuse elle-même a un diamètre d'environ 1500 années-lumière, ce qui équivaut à 15 mètres dans notre échelle. Comme un immeuble de 5 étages. Mais revenons en arrière d'environ 1 km et regardons autre chose. Cet objet a presque exactement la taille d'un Boeing 747. Et étonnamment, c'est une galaxie naine pour être précis. Messier 32 a un diamètre de 6500 années-lumière et c'est un satellite de la galaxie d'Andromède. Ils se déplacent ensemble, Messier étant entraîné par la gravité de sa grande sœur. Et maintenant, prépare-toi au grand vertige. Nous allons entrer dans des distances et des tailles qui sembleraient impossibles si elles n'étaient pas vraies. Revenons d'abord au cercle de roches qui constitue notre système solaire. En remontant et en s'éloignant de notre système solaire, nous pouvons voir la Voie lactée qui s'étend sur 20 km de large. En continuant à prendre de la hauteur, on peut voir le grand vide autour de la galaxie que nous avons déjà traversée aujourd'hui, 25 km de néant. Puis, on voit les galaxies et les galaxies naines qui entourent la nôtre. D'abord Andromède, puis d'autres, jusqu'à ce que l'on soit assez haut pour voir tout le groupe local. C'est un amas galactique dans lequel la Voie lactée ne représente pas plus de 1%. Le diamètre est de 100 km. Élevons-nous plus haut encore, et maintenant, nous voyons le superamas brillant et lumineux de Laniakea, qui abrite le groupe local. D'ici, notre galaxie n'est même pas visible. Le diamètre du superamas est d'environ 5200 km. C'est plus que la distance entre Los Angeles et New York. Et ce n'est pas fini. De plus en plus haut, jusqu'à ce que nous voyions le grand mur de Boss, c'est un superamas situé à une distance inimaginable de nous, et à notre échelle actuelle, son diamètre est d'environ 10 000 km. C'est plus que la Grande Muraille de Chine avec toutes ses branches. Pas étonnant que ce soit le boss des superamas. Et enfin, nous sommes maintenant dans l'espace intersidéral, même si le modèle de notre galaxie est resté si loin en dessous qu'on ne peut pas le voir sans télescope. Et nous regardons maintenant le plus grand objet de l'univers observable, le grand mur Hercule Corona Borealis. Sur l'échelle actuelle, il se trouve à 100 000 km de la Terre, soit un quart de la distance Terre-Lune. Et son diamètre est le même, donc il occupe un autre quart du chemin. Il y a des milliards et des milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles, et les possibilités sont presque infinies. Et pourtant, l'univers est toujours en expansion. Donc, ce n'est que le début. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact.
La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC.
C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas? Nous ne serons certainement plus là à ce moment.